Salut, c'est Nicolas. Dis, tu savais qu'au brevet, cette année, l'épreuve, elle change un peu. Alors, elle change parce que pendant les 20 premières minutes de ton épreuve, qui dure toujours 2 heures, tu vas avoir ce qu'on appelle des automatismes. Donc, ça va se présenter comme ça. Donc, tu vas avoir 20 minutes chronométrées d'automatismes pendant lesquelles tu n'auras pas de calculatrice. Puis ensuite, tu auras 1h40 de résolution de problèmes et l'épreuve dure toujours 2 heures, comme avant. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les automatismes? Bien, les automatismes, ça invente rien du tout, hein, puisque si tu fais du calcul mental en classe, tu en as déjà fait. En gros, tu as 20 minutes pendant lesquelles tu vas pouvoir gagner 6 points. Tu vas répondre à des questions pour lesquelles il n'y a pas de justification. Les questions sont courtes, elles sont rapides, elles sont censées être mécaniques, donc des choses plutôt simples. Alors pour s'entraîner, moi je te propose un sujet que j'ai fait pour mes troisièmes, pour le brevet blanc. Si tu veux t'entraîner, c'est simple, hein, je t'ai mis le lien du sujet que je leur ai donné en description. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette correction. Donc si tu veux pas te faire spoiler, tu fais le sujet toi-même tout seul dans ton coin, tu te laisses 20 minutes sans calculatrice et après tu viens voir la correction si tu as envie de voir la correction. Alors avant de commencer, je précise que comme on ne demande pas de justification sur la partie automatisme, ça veut dire que tu vas pouvoir faire quelques impasses sur la façon d'expliquer les choses. Donc finalement, tu as ton brouillon à côté de toi et tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu écrives les réponses sur ta copie. Donc moi, je vais faire la correction comme si je l'expliquais à un de mes élèves, mais finalement, toi, tu vas vraiment écrire que la réponse et toute la partie calcul où tu rédiges, tu vas la faire de côté. Donc là, on est sur la question 1, c'est les règles sur les puissances de 10. Donc il y en a deux à savoir ici, c'est que si tu fais 10 exposant A fois 10 exposant B, bah, ça fait 10 exposant A plus B, donc les exposants s'additionnent. Et si tu fais 10 exposant A divisé par 10 exposant B, donc un quotient d'exposants de puissance de 10, tu vas obtenir 10 exposant A moins B, donc une soustraction. Donc finalement, ce que ça donne sur ma question 1, c'est que 10 exposant 3 fois 10 exposant 5, bah, ça va faire 3 plus 5, 10 exposant 8. Si tu divises ça par 10 exposant 6, on va faire une soustraction sur les exposants. 8 moins 6, ça va faire 10 exposant 2. Question 2, on me demande de trouver la moyenne de ces 4 nombres. Donc ici, on a 4 valeurs, il va falloir les additionner. Donc on va faire simplement 12 plus 15 plus 18 plus 15 divisé par 4 puisqu'il y a 4 valeurs. Alors pour additionner, on peut simplifier la tâche, hein. Je vois ici un 12 avec un 2 et un 18 avec un 8. Donc si j'additionne les deux là, ça me fait 30. Le 15 et le 15, ça me fait aussi 30. Donc le total, ça va me faire 60. 60 que je vais m'empresser de diviser par 4. Alors pour diviser plus simplement par 4, tu peux déjà faire 60 divisé par 2. Ça fait 30, hein, tu prends la moitié. Puis ensuite, tu redivises par 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc 60 divisé par 4, ça fait 15. Les automatismes, c'est aussi ça, hein, tester ta possibilité de diviser rapidement par 4 un nombre. Alors on aurait pu faire autrement. La moyenne, ça consiste finalement à équilibrer les valeurs qui sont dans notre série. Donc ici, si je reprends mes valeurs, donc 12, 15 et 18 et 15, l'objectif c'est d'obtenir 4 fois la même valeur sur ma série, en équilibrant les points. Je m'explique. Par exemple ici, si mon 18, je lui enlève 3 points, ça me donne un 15. Et si les 3 points, je les rajoute au 12, ça me donne 15. Ce qui fait qu'au final, j'ai 4 15, j'ai équilibré les notes, enfin si c'est des notes, et la moyenne est effectivement de 15, et là j'ai fait quasiment aucun calcul. Question 3, on me demande la décomposition en produit de facteur premier de 1500. Donc déjà pour pouvoir faire ma décomposition, il faut que je connaisse les nombres premiers, en tout cas les plus petits, donc 2, 3, 5, 7, etc. Je ne m'attends pas à voir apparaître de nombres premiers plus grands que 7, ou en tout cas beaucoup plus grands, puisque comme j'ai pas de calculatrice, on ne va pas me demander de diviser par, je sais pas moi, 17. Donc 1500, 1500 se termine par 0, donc je connais mes critères de divisibilité. Je sais que comme il se termine par 0, il est pair, je vais pouvoir le diviser par 2. J'aurais pu également le diviser par 5, hein, puisque tous les nombres qui se terminent par 0 ou 5 sont divisibles par 5, ou par 3, puisque 1 plus 5 plus 0, ça fait 6, et donc ce nombre, je sais également qu'il est divisible par 3. Alors j'ai l'embarras du choix. Quand j'ai le choix, moi, je préfère de manière personnelle diviser par le plus petit nombre. Ça me permet de réduire ce 1500 pour qu'il devienne plus petit. Et plus les nombres seront petits, plus ça sera facile pour moi de diviser.
Donc ici, je fais la moitié de 2, donc la moitié de 1500, donc ça fait 750. 750 se termine à nouveau par 0, donc c'est un nombre pair. Je continue de diviser par 2. Donc ça va me faire 375. Et là, je me rends compte que je ne peux plus diviser par 2 puisque j'ai un nombre impair. Je vais diviser par 5 puisque le nombre se termine par 5. Alors, petite astuce pour diviser par 5. 5, c'est la moitié de 10. Donc, ce que tu peux faire, c'est diviser par 10 et multiplier par 2. Ou multiplier par 2 et diviser par 10. Je m'explique. Le double de 375, tu le connais déjà, puisque là, j'ai divisé par 2, c'est 750. Et si 750, je le divise par 10, bah, il suffit d'enlever le 0 là, donc ça fait 75. Donc finalement, 375 divisé par 5, bah, ça fait 75. Je continue. Si je fais la même technique ici en divisant par 5, puisque le nombre se termine par 5, chiffre des unités c'est 5, bien, je vais le diviser par 10 et multiplier par 2, ou l'inverse. Donc là, je décide de multiplier par 2. Donc évidemment, tout ça, je le fais dans ma tête. 75 fois 2, ça fait 150. Et 150 divisé par 10, ça fait 15. Je rappelle qu'on n'a pas de calculatrice pour faire tout ça. Donc ici, on a 15 fois 5. Et puis là, ça devient extrêmement facile, puisque 15, on peut le diviser par 5, ça donne 3. Et 3, on le divise par 3. Le quotient, c'est 1. Donc ma décomposition, elle est ici, sur la droite. Donc la décomposition de 1500, finalement, c'est 2 au carré, puisqu'il y en a 2. Il y a 1, 3 et il y a 3, 5. Je me permets de les remettre dans l'ordre, puisque là, j'ai une décomposition qui est dans le désordre. Je les ai mis dans l'ordre croissant, mais tu n'es pas obligé, tant que ta décomposition est juste. Question 4, un grand classique. Vous avez un programme Scratch, on vous donne 4 figures et on vous demande quelle est la figure qui correspond au programme. Alors, je vais juste expliquer quelque chose avant qu'on se lance dans l'explication du programme. Quand tu es sur Scratch et que tu avances dans une direction, disons celle-ci, et qu'à un moment donné, on te demande de tourner de 60 degrés. Alors, si on te demande de tourner par exemple sur la gauche de 60 degrés, eh bien ça veut dire que tu vas te déplacer, enfin tourner de 60 degrés par rapport à la direction que tu avais. Donc si je continue ma direction pointillée, ici je vais tout droit. Si je tourne de 60 degrés sur la gauche, ça veut dire que je vais faire un angle de 60 degrés finalement comme ça. Et donc si je veux tracer une figure, ça veut dire que l'angle qui est à l'intérieur ici de la figure qui va se trouver par là, ben, ça ne va pas être 60 degrés, ça va être 180 moins 60 degrés, puisque là j'ai un angle plat. Donc là, finalement, j'ai un angle de 120 degrés. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le programme, il est écrit ici qu'il faut tourner de 360 divisé par 6. Donc 360 divisé par 6, ça va te faire un angle de 60 degrés, qu'on va faire 6 fois, puisqu'il y a un répété 6 fois. Donc là, finalement, je suis en train de faire une figure avec des angles de 120 degrés, qui a 6 côtés de 250 pas. Et je sais que comme je tourne 6 fois de 60 degrés, 360 divisé par 6, ça fait 60, ça veut dire qu'à la fin, j'aurais fait un tour complet sur moi-même. Et la seule manière de faire un tour complet sur moi-même, c'est de fermer la figure. Donc c'est soit la 1, la 3 ou la 4. Sauf que là, maintenant, si je compte le nombre de côtés, je me rends compte que c'est la 1, puisqu'il y en a 6. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la seule figure qui peut convenir, c'est la première. Question 5, on te donne un triangle ABC qui est rectangle en B. On te donne un autre angle. Je dis un autre angle puisque comme le triangle est rectangle, il a un angle de 90 degrés. Et on me demande la mesure de l'angle qui manque. Donc la situation elle ressemble à ça. J'ai un triangle rectangle. L'angle droit il est en B. Ensuite j'ai un point A et un point C. Donc ici on a un angle droit. On a un angle ici de 60 degrés. Et on me demande l'angle qui manque. Donc ici, en fait, on te demande d'utiliser la propriété des angles d'un triangle. On sait que la somme des angles d'un triangle doit être égale à 180 degrés. Donc sur ton brouillon, tu fais très rapidement 90 plus 60, c'est-à-dire les deux angles qui sont présents sur le triangle. Ça donne 150 degrés. Et là, tu calcules dans ta tête quel est l'écart entre 180 degrés et 150 degrés pour trouver la mesure de l'angle qui te manque. Donc finalement, l'angle qui me manque fait 30 degrés. Question 6, on me demande de calculer le volume d'un cylindre de rayon 5 mètres et de hauteur 20 mètres. Donc il faut se rappeler c'est quoi un cylindre et quelle est la formule de son volume. Donc un cylindre, c'est un cylindre de révolution, c'est-à-dire que c'est le rouleau de papier toilette que tu as dans tes WC. Hop, et la formule de ce volume, c'est
pi fois rayon au carré, ça correspond en fait à l'aire de la base, qui est un disque, fois la hauteur de ton cylindre. Donc ici, comme le rayon c'est 5, on va faire volume du cylindre, pi fois 5 au carré fois la hauteur qui fait 20 mètres. Ici, évidemment, le calcul avec pi, je ne vais pas pouvoir le faire puisque je n'ai pas de calculatrice. Donc, je vais rester sur une valeur exacte, c'est-à-dire que pi, je vais laisser pi, je ne vais pas le remplacer. Donc, je vais faire le calcul de 5 au carré. Donc, 5 au carré, ça fait 25 fois 20. Alors, 25 fois 20, comment on fait ça? On fait 2 fois 25, ça fait 50, et on rajoute le 0. Donc, finalement, 5 au carré fois 20, ça fait 500. Donc, le volume est égal à pi fois 500. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre sur notre copie? On va répondre que le volume du cylindre est égal à 500 fois pi. Et on ne peut rien faire de plus sans calculatrice. Question 7. Donc là, on a l'histoire de conversion. Donc, on a une conversion d'unités de volume. Alors, quand tu vas convertir des unités de volume, tu vas avoir un facteur 1000 qui s'applique. Je te montre un exemple. Si par exemple, j'ai 1 mètre cube et que ce mètre cube, j'aimerais le mettre en décimètre cube, eh bien, je sais que ça va faire 1000 décimètres cubes, puisqu'ici je change une unité à l'autre. Et puis, si je veux des décamètres cubes cette fois, c'est-à-dire une unité qui est plus grosse, je vais devoir diviser le résultat par 1000. Voyons voir ce que ça donne sur mon exemple. Donc ici, j'ai 900 km3 et j'aimerais passer au mètre cube. Sauf que les kilomètres cubes et les mètres cubes, ce n'est pas les unités qui sont l'une à côté de l'autre. Il va falloir d'abord changer les kilomètres cubes en hectomètres cubes, puis ensuite en décamètres cubes, et ensuite en mètres cubes. Pardon. Je vais y arriver. Et à chaque fois que je change d'unité, il va falloir faire fois 1000. Fois 1000 sur un nombre entier, ça revient à rajouter mes 3 zéros. Donc, ici, des zéros, je vais devoir en ajouter beaucoup, puisque je dois en ajouter 3 pour passer de là à là, 3 pour passer de là à là, et 3 pour passer de là à là. Donc finalement, les 900 km3, je vais les multiplier par 1 milliard, donc 9 zéros, et ça va s'écrire avec 9 zéros supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres cubes. La deuxième conversion, c'est une conversion avec des contenances. Donc là, on a un mélange de litres centimètres cubes. C'est un classique, notamment en physique-chimie. Il faut absolument que tu saches deux choses, deux conversions qui vont t'aider et qui vont, enfin vraiment que tu vas devoir conserver dans ta tête. C'est que 1 décimètre cube, c'est pareil qu'un litre. Et que 1 centimètre cube, c'est pareil que 1 millilitre. Maintenant qu'on sait ça, 15 litres, c'est pareil que 15 mètres cubes, décimètres cubes, pardon. Et comme on me demande des centimètres cubes, qui est l'unité juste à côté, on va multiplier par 1000. Donc on va faire fois 1000, et on va rajouter nos 3 zéros, ça fait 15 000 centimètres cubes. Et on a fini nos conversions. Question 8, on me demande la valeur exacte du côté BC. Donc je vois un triangle rectangle, je connais deux côtés, je pense tout de suite à Pythagore. Donc on peut le faire, le triangle rectangle. Donc on y va. On se méfie, puisqu'ici on ne me demande pas l'hypoténuse, on me demande un des côtés de l'angle droit. Donc ici, si je vais très rapidement écrire directement la formule et le calcul, BC au carré doit être égal au grand côté, donc l'hypoténuse au carré moins le deuxième côté au carré. 9 au carré, ça fait 81. 9 fois 9, et 5 au carré, ça fait 25. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire 81 moins 25, ce qui fait 56. Et donc, si je veux la longueur BC, ici c'est bien précisé la valeur exacte, puisque de toute façon on n'a pas de calculatrice, on va être incapable de faire la racine carrée de 56. Donc la valeur de BC, c'est racine carrée de 56, et je m'arrête là, je ne peux rien faire de plus sans calculatrice. Question 9, donc on est sur du calcul littéral. Ici, on a de la distributivité, des pièges avec des négatifs un peu partout. Donc on va commencer par réécrire la formule. Donc 3x facteur de 4x moins 4 moins 2 facteur de 3x plus 2. Donc ici, il va falloir multiplier toute la première parenthèse par 3x, puisqu'ici on distribue le 3x. Et de l'autre côté, on va distribuer le 2 ou le moins 2. Ça dépend comment on gère le moins qui est là. Donc, ok, comme ça. Donc, 3x fois 4x, donc on a du x fois x, il y a du x carré qui va apparaître. 3 fois 4, ça fait 12. 3x fois moins 4, donc 3x, il n'y a rien devant, là il y a un moins, donc je vais mettre un moins. 3 fois 4, ça fait 12. Et x fois rien, ça fait x. Ensuite ici, j'ai deux possibilités.
soit je multiplie tout par 2 et je m'occupe du signe moins après, ou alors je dis directement moins 2 fois ça, moins 2 fois ça. Là, moi, je vais prendre le moins 2 tout de suite, comme ça je m'en débarrasse. Donc moins 2 fois 3x, donc là, il n'y a pas de signe, ici il y en a un, donc je vais mettre moins. 2 fois 3, ça fait 6, et il n'y a qu'un seul x, donc x. Moins 2 fois plus 2, ça fait moins, et 2 fois 2, ça fait 4. Je peux aller encore plus loin puisque je peux regrouper les termes qui vont ensemble. Donc le 12x carré, lui, il est tout seul. On est toujours très tenté de mettre des x carrés avec des x, mais on n'a pas le droit. Donc ici, je peux mettre les moins 12x avec les moins 6x qui sont ici. Donc moins 12, moins 6, ça fait moins 18. Donc moins 18x. Et le moins 4 qui reste tout seul. Donc là, j'ai fini de réduire mon expression et je peux rien faire de plus. J'espère que tu es arrivé au bout de ces 9 questions sans encombre, que mes explications t'ont convaincu. En tout cas, je pense que les automatismes, c'est vraiment une opportunité pour vous d'avoir une bonne note au brevet de maths. C'est des choses pas très compliquées, sans justification encore une fois. Donc vraiment, vous avez une opportunité d'avoir de très bonnes notes sur ces 6 points qui sont à prendre. Donc allez-y à fond. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.